En avant! Alors ce film, c'est plutôt un film qu'on avait découvert à la télévision il y a longtemps, enfant pour certains. Enfant pour certains. En téléfilm, et puis pour d'autres en dessin animé. Et là, cette fois-ci, c'est en cinémascope. Exactement, en vrai cinémascope. En vrai cinémascope. Donc déjà, ce choix de format, pourquoi ? Oh, parce que moi, ça a été une évidence dès le départ de faire... en fait, je cherchais un long métrage, donc je cherchais vraiment un long métrage. Et vous savez, moi, j'ai des souvenirs d'enfants de cinéma, justement, à cette période des fêtes, c'est un peu des Madeleines de Proust, vous savez, c'est quand on va voir à la fois les gens de Florette ou les classiques Disney, qu'on est entouré de toute sa famille, que ce soit les frères, sœurs, les cousins, cousines, et qu'il y a quelque chose de très réconfortant, même si on voit un drame finalement. On est avec ces popcorn baff à l'époque. Enfin, je veux dire, et moi, en fait, c'est cette sensation. Je cherchais un sujet pour transmettre cette sensation aux jeunes spectateurs, en fait. Et c'est mon épouse qui avait lu le roman Sans famille d'Hector Malot qui me l'a proposé, qui m'a dit tu devrais lire ça. Et moi, j'avais un souvenir du dessin animé au départ. Et le dessin animé était très anxiogène, très dur. Donc au départ, j'avais une appréhension en le lisant. Et en fait, en commençant à le lire, j'ai essayé de l'imaginer sous le prisme d'un conte de Noël, justement. Et puis d'un espèce effectivement, avec un petit peu de magie dedans. Malgré toutes les difficultés, malgré ce qu'il traverse, malgré tous les obstacles, tous les drames qu'il traverse. Et donc, je l'ai tout de suite vu en long métrage. Je cherchais ça à la base, quoi. Alors, Antoine Blossier, c'est quand même un touche-à-tout. 3 films, ouais, et un premier film horrifique, on va dire, où on adore les sangliers. Nous, dans l'Oise, les sangliers, en général, ils traversent la rue. Ouais. Dans La Traque, puisqu'il s'agit de ce film, les sangliers, ils se finissent à coups de fusil à pompe. Ah ouais, un petit peu. On peut dire ça comme ça. Après, le message était... Le message n'est pas celui-là. Et pas exactement celui-là. C'est plutôt les personnes qui ont les fusils à pompe et qui l'utilisent à mauvais escient, qui s'en sortent mal dans ces cas-là, quoi. Mais non, c'était autre chose. La Traque, c'était à un petit niveau de film d'horreur français. C'était quelque chose. C'était un film sur le terroir et comment ça pouvait être désorienté. Bon, il se trouve que maintenant, avec tout ce qui pouvait être pesticides, avec tout ce qui est et voir comment la faune locale et puis finalement les humains étaient touchés. Écolo-horreur, on va dire. C'était un écolo-trash, on va dire, quoi. C'était le message sous-jacent du scénario. C'est vrai que moi, l'anecdote, quand même, des chasseurs qui vont à la chasse avec des fusils à pompe, personne n'a relevé, mais je suis les gonflé. Non, on a relevé. Il est aux États-Unis alors qu'il est quand même en France. Et il y avait aussi ce plaisir de terroir, déjà, dans ce premier film. Bien sûr, complètement. Mais en fait, non, avec Éric Vogel, le co-scénariste du film, on s'était posé la question de savoir comment amener un genre qui était le genre horrifique finalement dans une France à la fois contemporaine et en même temps qui ne soit pas une France de Paris comme c'est souvent le cas de le voir. Et effectivement, la chasse, on s'était isolé dans une maison qui était dans Lyon et on entendait les chasseurs au loin. Puis il y avait quelque chose de cet ordre-là et comme à l'époque, effectivement, l'aspect écologique me plaisait, ça paraissait logique, parce qu'il y a quelque chose de paradoxal dans effectivement la chasse, qui est en même temps une régulation des espèces, et puis il y a des gens qui peuvent le faire pour d'autres raisons. Enfin, il y avait plein de choses à jouer, en fait, dessus, quoi. Donc c'était... il est sorti en 2011, mais il était tourné en 2009. Mais le tournage bien avant. Ouais. Après, il y a eu À toute épreuve. Donc là, autre chose. Vous avez été un peu persécuté par le bac, on le sent. Non. C'était des souvenirs jubilatoires j'ai pas volé le sujet du bac, du tout. Mais c'était une volonté aussi... je sais pas, de retrouver un peu cette espèce d'esprit de mon adolescence à travers un pitch plutôt efficace on va voler les sujets du bac et puis de rendre hommage aux films de John Hughes qui m'ont bercé dans mon adolescence aussi. Donc c'était un peu ce moyen-là, et puis c'était le moyen de faire une comédie où je me suis beaucoup amusé à la faire. Donc horreur, comédie, et là, grand film, parce que moi je vois pas conte pour enfants, mais pas que pour enfants, pour la famille. Là, on est vraiment avec un film qui sort le 12 décembre, donc c'est le tremplin de démarrage pour les fêtes de fin d'année. Et c'est ce qu'on va conseiller aux gens, d'aller voir le film. Je ne peux que le conseiller, je l'ai fait pour ça. Nous, en tant que radio, on va conseiller aux gens d'aller voir le film sur ces fêtes de fin d'année, parce que
Bon, c'est un film casse-gueule à la base. Rémi sans famille, les gens de ma génération l'ont au moins vu déjà 2 fois à la télévision en téléfilm, l'ont vu aussi en dessin animé par le prisme de leurs enfants, par exemple. Et puis, là, on sort au cinéma. C'est l'inverse de Netflix qui fait rentrer les gens à la maison. Là, on sort au cinéma et franchement, c'est totalement réussi. Merci. C'était... On a la France en... Oui, on a la France, ça c'était très important. C'était... extrêmement important. Moi, comme je vous le disais tout à l'heure, moi, j'essaie de faire confiance aussi à mes sensations de quand j'étais jeune spectateur. Ça remonte un petit peu, mais cette espèce de rituel de la salle en soi m'intéressait. Ensuite, je pense que c'est un roman qui, effectivement, est un peu... a été suffisamment galvaudé parce que plusieurs fois adapté, en bien ou en mal, parce que bon, il y a des adaptations qui valent ce qu'elles valent. Après, on verra ce qu'on dit du film. Mais moi, quand je l'ai lu, je me suis dit, il y a moyen de faire du grand cinéma populaire français. Alors oui, on va me dire concurrence américaine. Ouais, enfin, à un moment donné, moi, je me dis juste grand cinéma populaire français. L'Aubrac, alors voilà, c'est pas la banlieue de Los Angeles ni New York. Hein. Non, et justement, c'est pas mal non plus. Mais ça, c'était très important. On s'est battu comme des... Parlez-moi justement de ces lieux de tournage, de tout le travail en amont. Mais il y a eu le travail en amont, ce qui était un travail même presque politique, parce que c'était un travail, normalement, un film de cette ampleur-là se tourne dans les pays de l'Est. À partir du moment où il y a effectivement énormément de paysages, de choses comme ça, et on met en matte painting des choses qui sont typiquement françaises. Nous, on s'est énormément battu avec mon producteur pour pouvoir le tourner en France. On a eu de la chance d'avoir aussi un crédit d'impôt débloqué à l'époque par Valérian de Luc Besson, donc français, qui nous a permis d'être un petit peu plus sur les rails, mais après il fallait réécrire aussi le film pour pouvoir le tourner en France. Et pour convaincre tout le monde, on a lancé des repéreurs beaucoup dans la région du Sud-Ouest, que ce soit effectivement près d'Albi, à Cordes-sur-Ciel, à Castelnau de Montmirail, à Pennes, qui sont des villages absolument sublimes, qui sont restés authentiques, intacts. Et puis ensuite, il y a l'Aubrac, qui est effectivement une terre plus sauvage, qu'on n'a pas l'habitude de voir en France, et qui sont des vrais paysages de western. Et moi, je trouve ça excessivement important. On a des paysages cinématographiques, le film le prouve, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a plus qu'à poser la caméra et à faire un petit peu d'étalonnage dessus. Mais on a ça, en fait. Donc, et c'est complètement... et je trouve ça dommage qu'on n'y aille pas plus souvent. Et donc, on y est allé, on a fait travailler plus de 1000 figurants locaux, on a fait travailler des gens de la région, on a fait... Et puis j'ai fait travailler des techniciens français. C'était important, c'est un film de patrimoine français, ça raconte une histoire française. C'est important d'essayer d'avoir un peu cette fierté. Il y a eu un travail important en amont avec votre chef opérateur. Énorme, oui. On a fait un mood board, ce qu'on appelle un mood board de plus de 300 pages, qui est où en fait à chaque scène, on a défini les ambiances. Soit avec des photos des endroits où on voulait tourner, qu'on a un petit peu réétalonné, changé la couleur pour que ça s'accorde un peu au film, à l'image qu'on voulait. Ensuite, on a fait ce travail de mood board était aussi un travail de recherche visuelle à travers d'autres films, des films aussi anglo-saxons. Ça pouvait aller de Harry Potter, qui sublime aussi l'Angleterre à sa façon. Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, des films grand public avec une ambition plus à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire de montrer des grands espaces, de montrer de l'épique. Et on a, avec ce mood board, en mettant effectivement des scènes de films et en même temps à côté des paysages français, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas à rougir, en fait. On n'avait pas à rougir de la beauté, de l'évocation des paysages. Et donc ça a convaincu tout le monde, au final. Et donc, dans ces merveilleux décors qui sont notre pays, notre patrimoine, vous nous avez mis aussi notre patrimoine du cinéma français. Ah oui. Daniel Auteuil. Oui, non, effectivement, en fait... Alors oui, il y a un parallèle que moi j'aime bien donner, parce que on va dire que ça gonfle mon ego, de dire un parallèle où Daniel, à l'époque, faisait partie de la jeune génération dans Jean de Florette. Voilà, et qui était face à un mentor qui est interprété par Yves Montand, enfin un mentor noir dans le film, pour le coup, un mentor sombre, dans un film patrimonial.
Et effectivement, on se retrouve des années plus tard où il joue lui-même le rôle d'un mentor avec un jeune garçon. Bienfaisant pour le coup. Bienfaisant, oui, tout à fait, bienfaisant. Mais en fait, oui, non, c'était important, mais après, c'est pas seulement pour ça. C'est-à-dire que, bien évidemment, Daniel, de par toute sa filmographie, il a quelque chose de patrimonial dans le sens où il fait partie de l'histoire du cinéma français. Maintenant, moi, il y avait aussi quelque chose qui était que pour le personnage de Vitalis, je voulais un acteur qui ait ce charisme, qui ait cette capacité d'aller à la fois dans la fantaisie, dans le ludique quand il est saltimbanque, et en même temps qui ne perdent jamais de la mélancolie dans l'œil. Ce côté dans l'œil de drôlerie. De drôlerie, qu'il peut avoir, mais aussi de gravité, cette présence. Aussi, mais aussi de gravité, cet aspect sombre. Et en fait, Daniel, il a une palette tellement large, c'est-à-dire que c'est une Ferrari à diriger. Vous avez pensé à lui tout de suite ? Tout de suite, en écrivant. Enfin, c'est vraiment... Il vous a dit oui tout de suite ? Il m'a dit oui en 24 heures, quasi. C'est-à-dire que moi, j'ai envoyé le scénario à son agent un mercredi... le producteur a envoyé le scénario à son agent un mercredi à 16h, et le lendemain, je l'avais au téléphone à 9h. Donc, là, c'était combien de temps avant de pouvoir commencer à tourner le film, enfin, à être sûr que vous alliez pouvoir le tourner, parce que je pense que le projet était quand même dans l'esprit à un moment avant. Ouais, non, le projet n'était pas du tout en début de financement, c'est-à-dire que dans un système de financement comme ça, un projet, en fait, si on apporte ce projet-là, quelle que soit la qualité du scénario, on dit oui, pourquoi pas. C'est-à-dire que, mais bon, il n'y a pas, c'est pas. Par contre, si on fait l'alliance Rémi sans famille avec Daniel Auteuil dans le rôle de Vitalis, d'un seul coup, ça devient beaucoup plus évident, en fait. Ça roule mieux. Ça roule mieux. Après, c'est un financement, c'est un film cher, bien donc sûr. C'est un financement qui est sur un an. Après qu'il ait dit oui. D'ailleurs, quel est le budget global? Il est 17 millions. 17 millions. Ouais. 16 millions, on va dire. Un bon cœur et une jolie voix sont rarement réunis. Tu as un don, Rémi, celui d'émouvoir ceux qui t'entendent. La vie qu'il a avec moi est rude. La cabane, vite! Mais elle forge son caractère. Emmenez-les. Rémi! Maman! Même si le chemin qui mène à votre monde paraît difficile, cette grandeur que je décèle chez lui me permet de croire qu'il pourra un jour y pénétrer par la grande porte. Et puis le jeune Malhomme Paquin. Mm-hmm. Alors là, c'est une découverte. Ah oui. C'est un enfant que vous avez découvert, qui est juste magnifique dans ce film. Qui est extraordinaire. Alors, là aussi, c'est une Ferrari, lui. Ah oui, non, mais après, petite Ferrari, mais après, après, c'est pas la même façon de le diriger. Malhomme, c'est le 16e enfant que j'ai vu en casting. C'est-à-dire qu'en casting, quand on est enfant, quand on cherche des enfants, toute la profession vous dit tu vas en voir 2000, ça va être une cata, tu sauras jamais, tu n'auras pas d'évidence, va falloir formater le môme. Enfin, c'est très compliqué, honnêtement. Et on vous dit que c'est très compliqué. Après, Malhomme, j'ai vraiment eu de la chance. C'est-à-dire que moi, il était dans les premiers qu'on m'a présenté. C'était le 16e. J'ai eu un coup de cœur phénoménal pour lui. Il y a eu un truc, je sais pas, il avait absolument tout ce que je voulais et plus. Et puis il était très à l'aise. C'est-à-dire que pas à l'aise dans le sens pédant, mais à l'aise dans le sens, il a l'œil qui brille, il est vif, il comprend tout. Et c'est pas un enfant précoce pour autant, parce qu'il a toujours cette espèce de choses cette naïveté, cette pureté dans les yeux qu'adulte on perd un peu. Et en fait, mais en même temps, j'avais eu un tel coup de cœur que finalement, ça m'a fait douter. J'en ai vu, je sais plus combien, près de 400 autres en fait, mais pour être sûr. Et parallèlement, je l'ai rappelé, Malhomme, parce que je voulais savoir s'il pouvait garder cette fraîcheur-là sur du long terme, c'est-à-dire sur les 4 à 5 mois de prépa. Donc je l'ai rappelé, je lui ai fait faire des scènes de plus en plus dures, jusqu'aux scènes de crise de larmes très difficiles. Et c'était très important de savoir non seulement s'il allait être bien, après il a fallu qu'il travaille avec une coach, mais il fallait aussi savoir s'il conservait son envie, et s'il conservait le fait de s'amuser, même dans les scènes dramatiques dures qui faisaient appel à des émotions qu'il n'avait pas l'habitude de ressentir. Et en fait, il se trouve que oui, il s'est toujours amusé, et il continue de s'amuser. Non, c'est assez... Il avait quel âge au moment du tournage ? Il avait 11 ans. 11 ans ? Ouais. Et puis il y a deux acteurs aussi merveilleux autour de lui. Mm-hmm. C'est le Border Collie, oui,
qui est franchement étonnant. Alors là, c'est pareil, on caste, on fait comment pour trouver un chien aussi performant? Alors ça, c'est grâce à 2 personnes, c'est-à-dire c'est grâce à Muriel Beck qui est animalière pour le cinéma et qui en fait sur ce film s'est occupée de centraliser tout ce qui est animaux, tous les dresseurs d'animaux qui sont intervenus sur le film. En fait, moi au départ, je cherchais pour Capi un chien blanc. Je voulais un chien blanc parce que dans le livre, dans le dessin, et surtout dans le dessin animé, c'est un chien blanc. Et juste, moi, j'ai cette image, Capi n'est pas noir. Et elle m'a dit, j'ai un chien, je te montre juste ce qu'il sait faire. Il est blanc, mais un peu foncé. Ah non, et voilà. Et il est arrivé avec son dresseur qui s'appelle Manuel Thomas. Et je l'ai vu arriver, je me suis dit, elle va me montrer ce qu'il sait faire, mais je le prendrai pas. Même s'il est génial, ce chien, je dirais, il me faut le même en blanc. Et il m'a montré des trucs, puis vu la complicité qu'il a avec son maître, et puis la précision avec laquelle ils travaillent tous les deux. Et ce chien sait faire des choses encore plus grandes que ce qu'il fait dans le film. Mais bizarrement, si on l'avait mis dans le film, ça aurait paru trop extravagant, en fait. Et limite une espèce d'anachronisme. Et en fait... et donc il a fait toutes ces choses, et puis j'ai vu surtout on pouvait le diriger, c'est-à-dire qu'on pouvait le diriger presque comme un acteur, c'était très particulier. Donc j'ai demandé si on pouvait le teindre en blanc. Non, c'était pas possible, mais c'était une évidence pour lui. Donc, et c'est un chien, j'ai eu droit je n'ai fait que 2 à 3 prises par plan avec lui, c'est-à-dire qu'il faisait absolument tout ce que je demandais à son dresseur, y compris des choses d'émotion. C'est-à-dire qu'y compris des choses dans le regard, où ils ont, je sais pas, une technique, une alchimie, quelque chose entre eux. Donc c'était assez incroyable. Quant à... j'enchaîne sur le capucin. Sur le capucin, Tito. Alors, ça se dresse pas comme un chien. Hein. Non. Là, c'était un travail différent. C'est-à-dire, vous savez, c'est l'effet Kuleshov au cinéma. C'est-à-dire qu'on lui fait faire des choses. Moi, je savais à peu près ce que je voulais avoir dans les scènes, mais je lui ai fait faire des choses, je l'isole un petit peu pour le filmer, et puis ensuite, je montre le contre-champ qui correspond à un type de réaction. Mais par exemple, il paraît en colère à un moment donné dans le film, en fait, il s'amuse. Donc, en fait, il rigole. Mais c'est des choses de cet ordre-là, quoi. Après, il est tellement attendrissant, il a des grands yeux, et puis il a son caractère, ça se voit. Parce qu'on parle des yeux, le chien, vous n'avez pas retouché à ses yeux? Rien. Parce qu'ils sont magnifiques. Oui. Il y a vraiment des yeux d'un marron clair magnifique. Et il y a aussi une scène où le chien a de nouveaux compagnons, si on peut appeler ça des compagnons. Oui. Et là aussi, ça a été une scène certainement compliquée à tourner. Mais étonnamment, pas tant que ça. C'est-à-dire, c'est une scène compliquée techniquement. Je vous coupe, mais on dit souvent, tourner avec des enfants, c'est hyper dur. Tourner avec des animaux, c'est hyper dur. Vous avez choisi les deux, donc... Ouais, après, j'ai eu de la chance. Non, on dit aussi que c'est difficile de tourner en extérieur avec les conditions climatiques. Là, ça a été beaucoup plus problématique. Ça a été problématique. Ouais. Mais en fait, non, avec les loups... là, pour le coup, ce sont les loups de Muriel Beck, l'animalière du film, qui... Ça a été compliqué techniquement, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé dans une forêt à grillager effectivement sur je ne sais pas combien de centaines de mètres carrés pour des questions de sécurité. Après, c'est des loups qui sont... Ils sont imprégnés, mais... Ils sont imprégnés, on ne dresse pas les loups. Enfin, oui. Après, elle a des techniques de jeu, de choses comme ça. Quand il grogne, il joue. C'est-à-dire que quand il grogne, en fait... d'ailleurs, il grogne pas longtemps parce qu'au bout d'un moment, il se rappelle que c'est un jeu, donc... où en fait, chacun a son doudou, qui est un énorme os, et on le posait devant lui, en fait, à 1 mètre de lui. Il était attaché à un harnais qu'on a effacé numériquement après. Et elle faisait semblant d'aller voler l'os en fait, et puis et le loup réagissait en grognant comme un enfant qui réagit mal quand on lui prend sa tétine. C'est-à-dire que et c'est vrai qu'il le faisait pas si longtemps parce qu'au bout d'un moment il comprenait que c'était un jeu. Donc pour le grognement c'est ça. Après non, on avait défini, on a fait un storyboard très précis avec elle aussi, c'est-à-dire pour voir ce qu'il pouvait faire, ce qu'il pouvait ne pas faire. Là où c'est très compliqué de tourner avec des enfants, avec des animaux, c'est qu'on se lève le matin dans un tournage en se demandant si ça va marcher. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, et il faut du temps, tous les jours. Et il faut du temps pour se rendre compte que oui, ça va marcher, et puis ça va être peut-être mieux que ce qu'on pensait. Mais c'est l'angoisse qui après, faut juste très bien préparer, et puis bien s'entourer. Il se trouve que j'ai eu la chance d'être très bien entouré.
Et si on revient aux acteurs à deux pattes, il y a un super cast avec des acteurs qui sont pourtant, on va dire, j'aime pas tellement le terme, mais je vais l'utiliser parce que c'est ce qui est le plus court et le plus simple, des seconds rôles, mais des seconds rôles de grands acteurs. Virginie Ledoyen, Jonathan Zakaï. On retrouve aussi Ludivine Sagné et Jacques Perrin avec un grand plaisir de le retrouver dans un rôle et non pas comme réalisateur pour une fois. C'est vrai qu'il se fait rare au cinéma, Jacques Perrin. Vous avez pensé à lui, comment vous est venu ce casting? En fait, moi, ce que je me suis dit, avec mon producteur Éric Jahelman, quand on développe le scénario, c'est-à-dire que je le développe et c'est moi qui l'écris et on le développe ensemble, à chaque étape, on en parle énormément. On essaye que chaque personnage, surtout sur un road movie comme ça, où en fait ça va être jalonné d'étapes avec des gens qui vont faire évoluer psychologiquement Rémi ou l'action, on essaye quand même de les rendre intéressants, c'est-à-dire intéressants à jouer. Et moi j'essaye toujours de me poser la question de savoir qu'est-ce qui va faire plaisir à un acteur à jouer, tout simplement, un plaisir pur. Donc voilà, Virginie, elle a une scène qui est très lutte des classes avec Vitalis de dialogue, où j'ai passé beaucoup de temps à l'écrire, justement pour que ce soit pas pamphlétaire, mais en même temps que ce soit fin, qu'elle ait une ambivalence, parce qu'elle veut du bien à cet enfant, et en même temps elle est cloisonnée dans sa propre caste. Ludivine, il y a l'aspect maternel, mais il y a l'aspect... Elle n'est jamais victime, c'est une femme forte qui a élevé son enfant toute seule, donc il y a essayer de trouver un paradoxe à chaque personnage pour essayer d'intéresser un casting qui n'a pas l'habitude d'être entre guillemets en second rôle. Oui, et puis c'est pas des rôles stéréotypés. Non, pas du tout. C'est vrai qu'ils sont tout en finesse. Les rôles sont intéressants à jouer. Mais oui, puis essayer d'éviter le pathos. Ça aurait été facile de faire une Madame Barberin victime qui se fait défoncer par son mari quand il rentre, alors que c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que c'est une femme forte à qui on la fait pas, qui aime profondément cet enfant. Et ça veut dire que quand on lui arrache, elle a un vrai déchirement que Ludivine, pour moi, a merveilleusement joué, comme une louve à qui on enlève ses enfants. Après, pour Jacques, c'était très particulier, c'est-à-dire que moi, je voulais vraiment Jacques Perrin. Après, il y a 2 films où il joue un rôle avec une structure similaire que sont Cinéma Paradiso et Les Choristes. Puis à un moment donné, je me suis dit, c'est tellement une évidence pour moi. Et puis, pour moi, il a la même malice, il a la même... enfance dans le regard que peut l'avoir Malhomme, et puis je savais déjà qu'il serait bouleversant sur le final, sur un homme qui raconte sa vie avec une bienveillance aux petits enfants. Enfin, et puis il y a quelque chose que mon producteur dit souvent, c'est quand on voit Jacques Perrin et qu'on raconte son enfance, on va dire, au cinéma, on sait que cet enfant va devenir quelqu'un de bien, et c'est le cas en fait. Donc, et puis c'est un homme, je sais pas, c'est un homme qu'on a envie d'aimer, quoi qu'il arrive. Moi, c'est vrai que cet homme à l'aube de sa vie, on va dire, qui raconte son histoire, ses petits-enfants en pyjama, là, ça m'a fait penser à des films comme Le Bon Gros Géant de Spielberg, un peu dans des inspirations. Également aussi les Goonies, par exemple, je sais pas, les gamins en pyjama, le côté enfant. Alors au début, tout au début. Après, on part totalement sur autre chose. Mais on sent des références... Des références à Amblin, c'est-à-dire des références à Spielberg, à Amblin, oui. Moi, Spielberg, c'est c'est mon réalisateur préféré. Mais c'est pas de la copie, c'est vraiment... On sent un... Non, mais on peut me dire que c'est de la copie, parce qu'il... en même temps, copier Spielberg, il n'y a rien de... Non, mais voilà, c'est-à-dire que... non, mais on peut me dire qu'il y a des choses qui sont copiées. Il se trouve que Spielberg m'a véhiculé chez moi, en tant que spectateur, durant mon enfance, mon adolescence et même à l'âge adulte, des vraies sensations et des sensations... C'est ça qui est ressenti dans le film. Ça me fait plaisir pour le coup, quoi. Et il y a quelque chose, c'est des sensations effectivement liées à l'enfance, Il y a aussi un film qui a inspiré beaucoup ça, c'est Édouard Romain d'Argent, qui commence effectivement sur une petite fille à qui la grand-mère raconte une histoire. Et il y a cette image très iconographique qui est que dehors il fait froid, il pleut, il neige, et puis à l'intérieur il y a un bon feu, une lumière plus ou moins tamisée, et on raconte une histoire. Il y a quelque chose de très... finalement universel, qui est on raconte une histoire au coin du feu. Donc le conte de Noël. Le conte de Noël, exactement. Alors, en période de Noël, justement, il neige.
Il y a une scène compliquée, je pense, pour l'acteur à tourner. C'est la scène de la neige. On va pas en dire plus parce qu'on va laisser aussi aux gens découvrir. Mais comment on tourne ça et comment on fait tourner ça On tourne ça en studio déjà ou en extérieur on tourne en studio. Après, j'aime pas trop le dire parce que ça faut laisser un petit peu le côté magique du cinéma, mais c'est de la fausse neige, bien évidemment. On n'est pas allé en Alaska, hein, vu la tempête de neige qui se prenne. Non, ça a été 3 jours de tournage intense, compliqué, très compliqué techniquement. Où effectivement les 2 acteurs étaient en souffrance, pas forcément de froid, mais en souffrance parce que c'est physique, parce que avoir de la neige. Il y a une soufflerie. Il y a une soufflerie, il y a du bruit, il y a énormément de bruit. C'est vraiment des conditions très peu confortables. Donc oui, ça a été très compliqué à tourner. Mais après, toujours dans la volonté de bien faire, donc il n'y a pas eu pour autant de problèmes. Et les intérieurs, tous les demeures, les châteaux, vous avez c'est un mélange. C'est-à-dire que c'est un mélange d'intérieurs qu'on a trouvé fait. Et puis il y a beaucoup de studios. Il y a énormément de studios. Tout l'intérieur de la maison Barberin, c'est en studio. Et puis sinon, il y a des intérieurs de châteaux pas loin de Paris, certains à Troyes. Quand on cherche, on trouve facilement en fait des choses juste belles qui ont une vraie identité et qui sont très cinématographiques. Pour terminer cet entretien trop court, c'est comme ça parce que le public beauvaisien vous attend. Justement, à propos du public, il y a cette tournée d'avant-première. Quelle est pour vous l'importance de rencontrer votre public dans cet échange que vous allez avoir en salle? Alors, il y a plein de points sur lesquels c'est important. C'est-à-dire qu'il y a des points par rapport déjà à l'adaptation. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont lu le livre en soi, souvent vers 10-11 ans, comme mon épouse, comme je le disais. Donc, pour eux, c'est eux-mêmes liés à quelque chose, à un sentiment de l'enfance. Comme moi, je disais par rapport à... leur Madeleine de... C'est un peu leur Madeleine de Proust aussi. Donc déjà, il s'agit de savoir si j'ai pas trahi ça dans l'âme, dans l'esprit. Donc ça, c'est d'une importance cruciale de voir si justement ils retrouvent cette sensation de l'enfance, cette espèce de pureté. Je pense qu'on a un peu besoin aussi, un peu de naïveté, un peu d'émerveillement, des larmes, oui, mais quelque part être heureux d'avoir pleuré devant un spectacle. Ensuite, il y a ceux de ma génération qui ont vu le dessin animé où c'est plus complexe parce qu'ils ont un rapport aussi de Madeleine de Proust, mais peut-être plus anxiogène par rapport au dessin animé qui était quand même beaucoup plus brutal que ne l'est le film. Donc ça, c'est très important. Mais surtout, il y a une génération la génération des enfants de 7 à 12, 13 ans qui ne connaissent pas. Et ça, c'est important de savoir s'ils ont été touchés. À l'heure des Pokémon, de Fortnite et de je sais pas quoi, c'est très important de savoir s'ils vont être touchés par une histoire qui est à la fois simple, qui est en même temps pleine de réels sentiments et de vérité. Bien, on va rappeler que le film Rémi sans famille sort le 12 décembre, pour ceux qui ne l'auront pas vu aujourd'hui en avant-première à Beauvais. Et on vous remercie beaucoup, Antoine, d'être venu à Beauvais présenter ce film. Merci de me recevoir. Merci beaucoup. Merci.